Une pathétique ratée militaire et fauchée. Le genre de somme que tu ne pourrais jamais toucher, à moins de tremper dans des affaires louches et illégales. Le sifflement de ma sœur Nathalie était aussi tranchant qu'un couteau. Juste sous les yeux terrifiés de mon fils, elle a saisi le chèque de 5 millions de dollars, l'a déchiré en deux, et a jeté les morceaux en lambeaux directement sur mes bottes de combat usées. Ce bruit assourdissant de papier déchiré a réduit en miettes ce qui restait de nos liens du sang. Appelez la police. Arrêtez cette voleuse, cet escroc, tout de suite, a hurlé Nathalie en triomphe, piétinant allègrement la dignité de sa sœur cadette, au milieu du hall bondé. En regardant le chèque destiné au fonds pour enfants volter jusqu'au sol de marbre, j'ai resserré ma prise sur la main de mon fils, mon regard devenant d'une froideur terrifiante. Je suis resté parfaitement immobile, n'offrant aucune résistance. Car ce qu'elle ignorait, c'est que son appel arrogant venait de faire exploser un contrat confidentiel de 750 millions de dollars. Un contrat assez puissant pour rayer cette banque de la carte, purement et simplement. Avant de vous raconter la suite, prenez s'il vous plaît un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Mais seulement si cette histoire vous parle. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous. Tandis que les confettis blancs et déchirés de ce chèque de 5 millions de dollars flottaient dans l'air glacial et recyclé, pour se poser sur le cuir de mes bottes de combat tachées de boue, l'humiliation cuisante m'a ramené brutalement en arrière. Non pas en avant, mais en arrière. Droit dans une blessure que j'avais passé des années à essayer d'enfouir sous la discipline, le silence, et l'odeur de graisse de moteur, sur une base militaire à des milliers de kilomètres de chez moi. J'ai baissé les yeux sur l'ourlet effiloché de ma veste tactique délavée. C'était exactement le même vêtement que mon ex-mari avait pointé du doigt avec un dégoût absolu, des années auparavant. C'était la nuit où il avait fait ses valises et avait quitté nos vies pour de bon. Il s'était tenu dans notre petit salon exigu, sa valise en cuir déjà fermée, ses clés de voiture cliquetant avec impatience dans sa main gauche, et avait pointé son index sur le tissu kaki qui pendait sur la chaise de la cuisine. Il avait qualifié mon dévouement envers le pays d'excuses pathétiques pour mon échec financier. Il avait dit que notre fils grandirait en ayant honte d'une mère qui choisissait la boue et les coups de feu, plutôt qu'un vrai salaire. Il avait dit qu'il avait trouvé quelqu'un qui comprenait ce qu'un homme méritait vraiment, une héritière milliardaire en ville, qui pourrait lui donner la vie que j'étais trop têtu et trop pauvre pour lui offrir. Je me tenais près de l'évier de la cuisine, en train de laver le bol en plastique de notre fils, quand il a rendu ce verdict final sur notre mariage. Je me souviens de l'eau chaude coulant sur mes jointures. Je me souviens des bulles de savon glissant entre mes doigts. Je me souviens du ton exact de sa voix quand il a dit « Notre garçon s'en sortirait mieux sans moi ». Il n'a pas embrassé notre fils pour lui dire au revoir. Il n'a même pas jeté un regard à la porte de la chambre où le garçon dormait, son dinosaure en peluche pressé contre sa joue. Il a juste claqué la porte d'entrée si fort que la photo de notre mariage, encadrée, est tombée du mur et s'est brisée sur le lino. De minuscules éclats de verre ont glissé sous le réfrigérateur, et je les retrouverai avec mes pieds nus 3 jours plus tard, saignant encore de blessures que je ne pouvais pas voir. Le souvenir de ce ricanement me brûlait la poitrine, comme de l'acide de batterie, chaque jour. Ma propre famille avait toujours mesuré le sacrifice d'un soldat en dollars et en centimes, et à leurs yeux, le compte n'y était jamais. Ma sœur avait ouvertement pris le parti de mon ex-mari pendant le divorce. Elle avait dit à nos parents que je l'avais fait fuir avec mon entêtement. Elle avait dit à quiconque voulait l'entendre que je méritais d'être seul. J'ai ravalé ce souvenir amer, écrasant mes lourdes bottes sur le sol en marbre poli, ramenant ma conscience à la raison exacte pour laquelle j'étais entré dans cette forteresse superficielle, à peine 15 minutes plus tôt. Seulement 15 minutes avant cette confrontation explosive, mon fils et moi avions garé notre vieux camion, fiable et cabossé, sur le vaste parking rempli de voitures de luxe de la succursale d'Ellsworth de la banque Holstead. Le pot d'échappement du camion a vibré contre le châssis, alors que je coupais le moteur. Une fine couche de poussière rouge, provenant de la route non goudronnée qui menait hors de Maple Hollow, recouvrait le capot et le pare-brise fissuré. Mon fils a défait sa ceinture et a attrapé son petit sac à dos. Celui avec la fermeture éclair cassée qu'il refusait de remplacer, car son meilleur ami à l'école y avait dessiné un dinosaure de travers au marqueur permanent, pendant la récréation. Il l'a jeté sur une épaule et a attendu que je fasse le tour pour lui ouvrir sa portière, un petit rituel que nous avions maintenu depuis qu'il était assez grand pour s'asseoir à l'avant. Nous avions un plan remarquablement simple pour l'après-midi. Déposer les fonds du gouvernement à la banque. Marcher 3 pâtés de maison sur Main Street, jusqu'à la librairie, et lui acheter les nouvelles bandes dessinées pour lesquelles il économisait son argent de poche. Et finir la journée en mangeant.
des sandwichs au porc effiloché et des frites de patates douces, dans notre restaurant de barbecue local préféré, près du pont de l'autoroute. Celui avec l'enseigne au néon en forme de cochon, qui bourdonnait et clignotait chaque fois qu'un camion passait en grondant. C'était tout. Pas de spectacle, pas de drame. Juste un mardi après-midi tranquille. J'avais volontairement gardé ma véritable identité complètement cachée du monde pendant des années. Pas un seul enseignant de l'école primaire de mon fils, ni aucun de mes tranquilles voisins sur les routes de gravier de Maple Hollow, ne connaissait la vérité. Ils voyaient une mère célibataire fatiguée, en vêtements poussiéreux, qui conduisait un vieux camion, tondait sa propre pelouse le samedi matin, et étendait son linge sur une corde à linge dans le jardin. Ils n'avaient absolument aucune idée que sous cet extérieur épuisé, j'étais une colonelle à part entière du corps des marines des États-Unis. Une représentante de haut rang du département de la Défense, coordonnant personnellement des centaines de millions de dollars de fonds pour le logement et les pensions des vétérans, dans 17 États. Je maintenais ce secret absolu par choix, par une discipline de fer. Je voulais désespérément que mon fils apprenne que le caractère profond d'une personne, son intégrité, sa parole et son honneur, définissent un être humain. Pas une étiquette de créateur ou l'emblème sur le capot d'une voiture de sport. Je voulais qu'il grandisse à l'abri de la maladie toxique du matérialisme, qui avait pourri l'âme de ma sœur de l'intérieur, cette même maladie qui avait volé mon mari de notre table de cuisine. À la seconde même où nous avons poussé les lourdes portes vitrées surdimensionnées, et sommes entrés dans le hall VIP de la banque, la température ambiante a chuté comme si nous entrions dans une chambre froide. La vaste pièce empestait l'expresso cher et un sentiment de supériorité étouffant. Le sol était en marbre poli, si réfléchissant que je pouvais voir les semelles usées de mes bottes me regarder. 3 jeunes guichetiers se tenaient derrière le long comptoir, riant nonchalamment et faisant défiler leur téléphone. À l'instant où leurs yeux ont balayé mon pantalon cargo kaki délavé, mon visage buriné, et la simple chemise en coton, légèrement froissée, de mon fils, leurs sourires vifs et accueillants se sont évaporés. L'une d'elles a donné un coup de coude à sa collègue, et a chuchoté quelque chose derrière sa main manucurée. Le deuxième guichetier nous a jeté un coup d'œil, a légèrement plissé le nez, et a tourné le dos. Ils n'ont même pas essayé de le cacher. Nous avons été immédiatement et silencieusement classés comme des moins que rien. J'ai observé, avec un détachement clinique, des hommes en costume à $1000 impeccablement coupés, et des femmes portant des sacs à main de créateurs de la taille de petites valises, être accueillis avec des courbettes profondes et obséquieuses, et une assistance personnalisée immédiate. Un monsieur aux cheveux argentés, portant un sac de golf, a reçu un cappuccino frais avant même d'atteindre le comptoir. Une femme aux talons si hauts qu'ils claquaient comme des métronomes sur le marbre, a été personnellement escortée jusqu'à une salle de consultation privée par un directeur qui s'est presque plié en deux. Pendant ce temps, mon fils et moi nous tenions à l'entrée, comme des fantômes invisibles et gênants. L'odeur épaisse et oppressante du classicisme étouffait la pièce. Sans dire un seul mot, tout le personnel de la banque avait tracé une ligne sur le marbre poli, décidant qu'une femme en bottes usées et un garçon en chemise froissée ne méritaient pas la dignité humaine la plus élémentaire. J'avais vu cette même dynamique se jouer dans des zones de combat à travers le monde. Les puissants ignorent les vulnérables. L'uniforme sert. Ceux qui sont servis oublient. J'ai senti mon fils resserrer sa petite prise tremblante sur mes doigts. Son intuition était plus fine que n'importe quel radar militaire que j'avais jamais opéré. Il sentait l'hostilité qui irradiait du personnel, comme la chaleur qui monte de l'asphalte du désert. Au lieu de reculer ou de retourner à la sécurité de notre camion, je n'ai pas reculé d'un seul pouce. J'ai pris une profonde inspiration par le nez et j'ai redressé ma colonne vertébrale. J'ai senti la rigidité familière et réconfortante de 20 ans de discipline du corps des marines envahir mon corps. J'ai verrouillé ma posture dans cette position inébranlable, les épaules carrées, que j'avais utilisée en traversant des zones de combat sur 3 continents différents. Le chèque gouvernemental officiel de 5 millions de dollars, estampillé de rouge, reposait dans la poche de ma poitrine, pressé à plat contre mon torse, me semblant aussi lourd et sécurisant qu'une plaque de Kevlar. Tenant fermement la main de mon fils dans la mienne, j'ai marché directement vers le comptoir central des transactions. Mes yeux sont restés fixés. Mon expression était taillée dans le granit. J'ignorais complètement, béatement, qu'en faisant ces pas calmes et délibérés, je marchais droit dans l'abattoir de l'ego fragile et malveillant de ma sœur, et que ce mardi après-midi tranquille était sur le point d'exploser en un chaos absolu. L'ostracisme silencieux et glacial du personnel de la banque était si brutal et sans vergogne, que même un enfant de 8 ans pouvait en ressentir la piqûre jusqu'aux os. Mon fils s'est arrêté de marcher.
Il a tiré doucement sur la manche de ma veste délavée, ramenant le tissu vers son menton, me forçant à m'arrêter et à le regarder. Ses grands yeux ronds se remplissaient d'une confusion si pure et si douloureuse qu'elle aurait pu fissurer de l'acier renforcé. Il a appuyé son petit corps contre ma jambe, essayant de se faire tout petit, essayant de disparaître derrière moi, loin des regards insistants et méprisants des gardes de sécurité postés près du comptoir. D'un murmure feutré et tremblant, il m'a demandé pourquoi les hommes et les femmes bien habillés, dans ce bel immeuble, n'étaient pas souriants et amicaux, comme les caissiers de notre épicerie locale. Il m'a demandé si nous avions fait quelque chose de mal. Il a demandé si c'était à cause de son sac à dos. Mon cœur s'est brisé dans ma poitrine, une fracture que je pouvais physiquement sentir, courant de mon sternum à la base de ma gorge. Il était brutalement exposé au visage cru et laid du préjugé social, pour la toute première fois de sa courte vie. La douleur de voir mon enfant intérioriser ce rejet silencieux, de le voir chercher dans sa propre petite conscience une faute qui n'existait pas, d'essayer de trouver quelque chose qui n'allait pas avec son sac à dos ou sa chemise. Pour expliquer pourquoi les adultes dans la pièce refusaient de le regarder, a allumé une fureur protectrice et silencieuse, au plus profond de mes entrailles, qu'aucune formation militaire ne pouvait entièrement contenir. Je me suis immédiatement agenouillé, en plein milieu de ce sol de marbre étincelant, la pierre froide pressant durement à travers mon pantalon cargo. J'ai délibérément utilisé mon propre corps comme bouclier physique, bloquant les regards méprisants et critiques du personnel de la banque derrière moi. J'ai posé doucement mes mains calleuses sur ses petites épaules, sentant ses os fins sous le coton, et j'ai repoussé ses cheveux doux de son front. J'ai planté mon regard fermement dans le sien, refusant de le laisser absorber leur mépris toxique. « Sois patient, mon chéri », ai-je murmuré doucement, projetant une chaleur et une stabilité absolue dans chaque syllabe. Ne suppose jamais le pire de quelqu'un avant de le connaître vraiment. Nous sommes venus ici pour une mission, et nous l'accomplirons. J'ai serré son épaule une fois, fermement, transférant ma force tranquille dans son petit corps. Il devait comprendre que la véritable résilience signifie de maintenir son propre honneur et son sang-froid, même lorsque le reste du monde décide de vous traiter avec un mépris cruel et sans fondement. Il devait savoir que ce n'était jamais de sa faute. Il a hoché la tête lentement. Il a redressé son petit dos. C'était mon fils. C'était le fils d'un soldat. Je me suis relevé de toute ma hauteur, j'ai reculé mes épaules, et j'ai renforcé mon armure mentale pour tout ce qui m'attendait au comptoir. Le bruit ambiant du hall, le cliquetis des claviers, le murmure de transactions polies entre des clients fortunés et des guichetiers obséquieux, s'est soudainement évanoui. La lourde porte en verre dépoli du bureau privé du directeur de la succursale, dans le coin, s'est ouverte avec un clic sec et délibéré, qui a résonné sur le marbre comme le bruit d'un pistolet qu'on arme. Ma sœur est sortie. Nathalie portait un costume de créateur impeccable, fait sur mesure, qui coûtait probablement plus cher que la valeur de mon camion à l'Argus. Ses cheveux étaient sculptés en une vague parfaite, ses ongles fraîchement vernis d'un cramoisi profond, et elle empestait un parfum de luxe, le genre qui annonce l'arrivée d'une personne 3 secondes avant que son corps ne suive. Ses yeux perçants et calculateurs ont balayé le hall, avec l'autorité exercée d'une femme qui avait bâti toute son identité sur le contrôle de cette pièce, et ils se sont instantanément fixés sur ma position à travers le sol. Je suis resté parfaitement immobile, cherchant sur son visage poudré ne serait-ce qu'une lueur fugace de chaleur familière, une trace de reconnaissance, l'ombre de la fille qui me tressait autrefois les cheveux avant l'école. Je n'ai absolument rien trouvé. Il n'y avait qu'un dédain froid et prédateur, tandis que son regard balayait violemment mes bottes de combat poussiéreuses, remontait sur ma veste délavée, traversait la chemise en coton bon marché de mon fils et son sac à dos de dinosaure, pour revenir à mon visage buriné. En une fraction de seconde, ses yeux ont effectué une arithmétique brutale et silencieuse, évaluant instantanément ma valeur financière, et rejetant toute mon existence comme une tâche humiliante sur son domaine d'élite immaculée. Elle avait fait son calcul. Je valais moins que l'expresso qu'elle servait à ses clients VIP. Je me suis préparé à l'impact inévitable, déplaçant mon poids dans une posture défensive et bien ancrée. J'ai lu son langage corporel agressif, de la même manière que je lirais un combattant ennemi s'approchant d'un point de contrôle sur un périmètre hostile. Le menton arrogamment levé, les épaules rigides et tendues, le rictus cruel et asymétrique de supériorité absolue se formant sur ses lèvres peintes. Elle se préparait activement à une exécution publique, désireuse de montrer sa domination devant sa clientèle fortunée. J'ai refusé de lui donner la satisfaction de me voir tressaillir. J'ai fait 3 longues enjambées délibérées, m'avançant jusqu'au verre froid et épais du comptoir des transactions VIP. J'ai plongé la main dans la poche de ma poitrine,
maintenant un contact visuel direct et sans scier avec elle tout le temps. Avec une précision lente et mesurée, j'ai extrait le document lourdement estampillé, et j'ai fait glisser le chèque gouvernemental de 5 millions de dollars sur la surface lisse du comptoir. J'ai posé mon premier coup, dans une guerre psychologique que je n'avais jamais voulu mener, préparant le terrain pour la collision explosive de nos deux mondes, fondamentalement incompatibles. Ma sœur s'est approchée du comptoir, au rythme cliquetant et précis de ses talons de créateur, et a fixé la longue et impossible chaîne de zéro imprimée sur le chèque gouvernemental. Ses pupilles se sont dilatées, non pas avec une curiosité professionnelle, ni avec l'intérêt posé d'un directeur de banque compétent vérifiant un document légitime. Ses yeux se sont écarquillés d'une envie pure, brute et venimeuse. La pensée horrible que sa sœur cadette ratée, celle qui avait soi-disant gâché sa vie dans la boue et la misère de l'armée, détenait actuellement des millions de dollars de fonds gouvernementaux autorisés, a complètement brisé son ego fragile et obsédé par le statut. Incapable de traiter la réalité qui se présentait à elle, sa malveillance a pris le dessus, comme un virus s'emparant d'un hôte affaibli. Elle a intentionnellement élevé sa voix stridente et théâtrale à un volume perçant, s'assurant explicitement que le son portait à travers tout le hall VIP, pour attirer le maximum de public. Elle voulait des témoins. Elle avait besoin de spectateurs pour l'exécution qu'elle s'apprêtait à accomplir. Une ratée pathétique qui gagne une misère comme toi. Comment peux-tu bien avoir un chèque de 5 millions de dollars entre les mains, a-t-elle sifflé vicieusement, ses lèvres peintes se retroussant sur ses dents, comme un animal acculé. Elle s'est tenue là, sous les lustres de cristal étincelants, et m'a publiquement accusé de détournement de fonds et de fraude, utilisant nos liens de sang et son autorité de directrice pour maximiser l'humiliation devant chaque étranger fortuné à portée de voix. Ses guichetiers ont cessé de travailler. Son garde de sécurité s'est rapproché. Le piège se construisait en temps réel, et elle en était l'architecte. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai laissé aucun muscle de mon visage trahir la moindre douleur émotionnelle. Avec la précision clinique et sans émotion, forgée dans des zones de combat où la vie et la mort se côtoient, sur 3 continents et pendant 2 décennies de service actif, j'ai plongé la main dans la poche intérieure de ma veste. J'ai extrait ma lourde carte d'identité militaire de haut rang, ainsi que l'épaisse liasse de documents d'autorisation officielle du département de la Défense, estampillés de rouge. J'ai claqué toute la pile sur le comptoir en verre, avec un craquement sec et autoritaire, qui a réduit au silence la zone immédiate, comme un coup de feu tiré dans une église. Les guichetiers ont tressailli. Le garde de sécurité le plus proche de moi a reculé d'un pas. J'ai regardé droit dans les yeux frénétiques et jaloux de ma sœur. Je te demande de mettre de côté tes rancunes personnelles et enfantines. Fais ton travail comme une professionnelle. Tu peux prendre le téléphone, appeler la ligne directe du trésor militaire, et tout sera vérifié en moins de 2 minutes. Ma voix était un grondement bas et contrôlé, lui offrant une sortie parfaitement rationnelle et professionnelle du piège hystérique qu'elle était en train de construire, autour d'elle-même et de toutes les autres personnes dans cette pièce. 2 minutes. C'est tout ce qu'il aurait fallu. Un appel téléphonique, et tout ce désastre aurait pu être évité. Je lui tendais une bouée de sauvetage, enveloppée de précision militaire, et elle ne pouvait même pas la voir, à travers le brouillard de sa propre jalousie. Derrière le comptoir de marbre, une jeune et nerveuse guichetière s'est avancée, brisant l'impasse tendue. Son badge indiquait « Maya Jenkins ». Elle avait à peine la vingtaine, les cheveux courts et des yeux vifs et intelligents, qui brillaient d'un éclair soudain d'intégrité, qui surpassait celui de toutes les autres personnes de ce bâtiment. Issue d'une fière famille de vétérans, son propre père ayant servi 2 fois en Afghanistan avant qu'une bombe artisanale ne lui emporte la jambe gauche sous le genou. Elle avait reconnu mon insigne de colonel et les sceaux du département de la Défense à l'instant même où je les avais posés sur le verre. Ses mains tremblaient légèrement, avec le courage de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle s'est courageusement avancée vers le comptoir, et a proposé de prendre les documents dans la salle de vérification arrière, pour passer elle-même l'appel de confirmation. Elle voulait résoudre cela discrètement, professionnellement, de la manière dont toute institution bancaire compétente aurait dû le gérer, dès la première seconde. Ma sœur a tourné la tête vers la jeune fille avec une vitesse terrifiante, ses cheveux parfaitement coiffés fouettant son épaule. Ses yeux se sont écarquillés d'une rage démoniaque et incontrôlée, de voir son autorité absolue remise en question par une subordonnée, une jeune guichetière, une personne de rien. Sans une seconde de réflexion, Nathalie s'est penchée par-dessus le comptoir, et a brutalement menacé de renvoyer Maya sur le champ. Elle a promis de la mettre définitivement sur liste noire, dans tout le secteur bancaire. Elle a juré de contacter toutes les institutions financières de l'État,
et de s'assurer que Maya Jenkins ne travaillerait plus jamais derrière un autre comptoir. Qu'elle perdrait son appartement, son assurance maladie, tout ce qu'elle avait construit depuis que la retraite médicale de son père avait laissé la famille financièrement exsangue. C'était une exécution sans faille de guerre psychologique, conçue pour écraser instantanément la seule personne, dans toute la pièce, avec assez de décence et de courage pour se tenir à mes côtés. Maya a immédiatement reculé, enfouissant son visage dans ses mains tremblantes, pleurant de terreur impuissante, alors qu'elle se retirait vers le mur du fond, derrière le comptoir. Ses épaules étaient secouées de sanglots silencieux. Elle a pressé son dos contre les classeurs et a glissé jusqu'à s'accroupir, son badge accrochant la lumière du plafond, tandis que sa poitrine se soulevait. Ayant réussi à écraser la seule parcelle de décence et d'honneur de tout le bâtiment, ma sœur a tourné son rictus arrogant et victorieux vers moi. Elle était ivre de son propre pouvoir fabriqué. Enivrée par l'autorité qu'elle détenait sur chaque personne de sa masse salariale, elle a activement refusé de jeter ne serait-ce qu'un regard aux sceaux gouvernementaux authentiques, aux filigranes, à la preuve indéniable de mon rang et de mon autorisation. Qui se trouvait juste devant elle sur le verre. La vérification n'a jamais été son objectif. Ma destruction était l'objectif. Ça avait toujours été l'objectif, depuis le moment où j'avais franchi ses portes, dans des vêtements qu'elle considérait comme inférieurs à elle. Elle a tendu une main et a balayé ma carte d'identité militaire officielle, d'un ongle manucuré bien affûté, de la manière dont on balayerait un cafard mort d'une assiette. Son visage suintait un mépris absolu et inébranlable. « Tu crois que ces bouts de papier sans valeur peuvent me tromper ?» a-t-elle ricané bruyamment, rejetant ses cheveux parfaits par-dessus son épaule et plantant ses poings sur ses hanches. En rejetant totalement la vérité dure et factuelle, elle a verrouillé les portes de son propre destin, les a soudées, et a avalé la clé. Elle a choisi d'escalader la situation en un spectacle public complet, parce que son ego ne pouvait tout simplement pas permettre à sa sœur cadette de la dominer. Pas même pour 2 minutes. Pas même avec des preuves. Le volume perçant des accusations de ma sœur a agi comme une cloche appelant au repas, pour tous les badauds opportunistes du bâtiment. La tension au comptoir s'est répandue dans le hall, comme du sang dans des eaux infestées de requins. Des dizaines de clients ont abandonné leurs bordereaux de dépôt et leurs transactions privées, dérivant vers nous dans une lente migration prédatrice, formant un croissant serré et étouffant autour du comptoir. Comme un réflexe synchronisé et insensé, les smartphones ont été sortis des poches et des sacs à main de créateurs tout autour de nous. Les objectifs ont été pointés en avant. Les flashs des appareils photo ont crépité en rafale. Chaque angle de notre humiliation était capturé en contenu haute définition, prêt à être diffusé sur des plateformes qui amplifieraient notre souffrance en millions de vues. Pas une seule personne dans cette foule grandissante ne s'est avancée pour poser une question, pour chercher la vérité, ou pour désamorcer la confrontation qui s'intensifiait. C'étaient des vautours, de purs vautours, avides d'un spectacle pour nourrir leur vie vide et superficielle sur les réseaux sociaux, composant déjà leur légende avant même que la scène ne se soit déroulée. La chaleur croissante de leur corps se pressant plus près, l'odeur de l'eau de Cologne, de la laque et des tissus nettoyés à sec, ont transformé le vaste hall de marbre en une cage claustrophobe, nous piégeant, mon fils et moi, au centre même de leur divertissement. Du milieu de la foule filmant, un homme s'est frayé un chemin agressivement vers l'avant. Charles Montgomery. Je ne connaissais pas son nom à ce moment-là, mais je l'apprendrai plus tard, dans le rapport de police. C'était une figure locale, notoire dans cette succursale pour sa campagne désespérée et pathétique pour obtenir le statut VIP, en s'attirant les faveurs de la direction. Il portait un costume cher mais mal ajusté, le tissu se tendant sur les boutons, et une montre en or qu'il s'assurait de montrer à chaque geste. Il a vu une opportunité de marquer des points auprès de la directrice de la succursale, et il a sauté sur l'occasion. Il a aboyé un rire fort et théâtral, qui a rebondi sur le plafond voûté. La directrice Price a absolument raison. Regardez juste cette honte en haillons. C'est une insulte ambulante à l'armée. Elle utilise probablement son propre enfant comme accessoire, dans une pathétique arnaque de mère célibataire pauvre, pour escroquer de l'argent de pitié à cette banque. Son gros doigt a pointé directement mon fils, alors qu'il prononçait cette dernière phrase. Ces mots n'étaient pas seulement des insultes. C'étaient des lames de rasoir, spécifiquement conçues pour trancher l'esprit innocent de mon fils. Il utilisait la présence d'un enfant comme une arme, exploitant les larmes d'un garçon de 8 ans, juste pour s'attirer les faveurs d'une directrice de banque corrompue. La foule autour de lui a hoché la tête. Certains ont ri. La maladie était contagieuse. Mon fils a reculé, en proie à une terreur absolue, face à la cruauté tonitruante de l'homme.
Ses petites jointures sont devenues entièrement blanches, alors qu'il attrapait des poignées de mon pantalon de combat délavé, pressant son visage durement contre ma cuisse, essayant de se faire aussi petite et invisible que possible derrière mes jambes. J'ai senti l'humidité de ses larmes tremper le tissu, jusqu'à ma peau. Le sang dans mes veines s'est transformé en azote liquide. La fureur protectrice d'une mère, et les instincts létaux et câblés d'une colonelle des marines, se sont heurtés à l'intérieur de ma poitrine comme deux trains de marchandises. Mais je les ai tous deux refoulés, dans un coffre-fort d'acier de discipline. Je n'allais pas donner à ces gens le spectacle qu'ils voulaient. J'ai planté mes yeux froids et morts dans le visage manucuré de ma sœur, lui offrant une dernière chance absolue de salut, avant que je ne détruise sa carrière de façon permanente. Nathalie, arrête avant de ne plus avoir de retour possible. Ne laisse pas tes préjugés t'aveugler. Je l'ai prévenu, ma voix tombant dans un registre bas et létal, que je n'avais utilisé que pour donner des ordres finaux avant un engagement au combat. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite dans ma vie. Plus difficile que n'importe quel échange de tirs. Plus difficile que n'importe quelle patrouille de minuit en territoire hostile. Déployer une retenue de niveau militaire, pour avertir un ennemi qui se trouvait partager mon sang, qui se trouvait avoir dormi dans le lit à côté du mien pendant les 16 premières années de nos vies. Mon avertissement sincère et final a été accueilli par un rictus de pur mal non dilué. Ivre de la validation de la foule qui l'acclamait, défoncée par les vapeurs de son propre pouvoir fabriqué, elle a levé le chèque gouvernemental de 5 millions de dollars dans les airs, pour que tout le monde le voie. Elle l'a tenu au-dessus de sa tête comme un trophée. D'un geste vicieux et théâtral, elle l'a déchiré en deux. Le son a fendu le hall. Puis, elle l'a déchiré encore et encore. Elle a transformé le fond de plusieurs millions de dollars pour enfants en confettis sans valeur, et a jeté les morceaux déchiquetés violemment en l'air, les laissant volter sur mes bottes usées, sur le marbre, sur le sac à dos de dinosaure que mon fils pressait contre sa poitrine. C'est là que les gens comme vous ont leur place, a-t-elle grondé, sa voix suintant 3 décennies de venin concentré et de supériorité débridée. Mon fils s'est instinctivement laissé tomber à genoux. Ses petits doigts ont fouillé le marbre froid, essayant de rassembler les morceaux déchirés, essayant de reconstituer le chèque, comme si réassembler le papier pouvait d'une manière ou d'une autre réassembler tout ce qui se brisait autour de lui. Je l'ai fermement saisi par l'épaule et l'ai relevé. Je ne laisserai jamais mon enfant s'agenouiller devant elle. Pas aujourd'hui. Pas un autre jour. Pas dans cette vie. J'ai regardé droit à travers son âme creuse, au-delà du costume de créateur, au-delà du parfum, au-delà de chaque masque qu'elle avait jamais construit pour cacher la pourriture en dessous. Tu viens de mettre fin à ta propre vie, de tes propres mains, Nathalie, ai-je déclaré. Ma voix n'a pas haussé le ton. Mes mains n'ont pas tremblé. Les mots ont atterri sur le sol de marbre entre nous, avec la finalité d'un couvercle de cercueil qui se referme. C'est à ce moment précis qu'elle a décroché le téléphone de son bureau, a composé le numéro de la sécurité, et a hurlé pour appeler la police. Suite à son appel à la police hystérique et complètement fabriquée, ma sœur a pointé un doigt manucuré vers moi, et a aboyé un ordre agressif à son chef de la sécurité, Marcus Vance. C'était un homme géant et lourd, avec le crâne rasé, un cou épais, et des mains de la taille d'assiette. Le genre d'homme qui aimait clairement intimider quiconque qu'il jugeait physiquement plus faible, pour justifier son salaire gonflé et obtenir des hochements de tête approbateurs de la direction. Il a décroché ses lourdes menottes en métal de sa ceinture tactique, avec une lueur cruelle et avide dans ses yeux ternes, et s'est jeté en avant à travers la foule vers nous, bousculant les badauds avec ses épaules massives, comme un taureau déblayant un enclos. Restez immobile et mettez vos mains derrière le dos, espèce d'escroc, a-t-il grogné, ignorant totalement toute semblance de protocole, ignorant totalement ma carte d'identité militaire toujours posée sur le comptoir bien en vue. Ignorant totalement le fait qu'un petit enfant était pressé contre mes jambes, les larmes coulant sur son visage. Il ne se souciait pas des preuves. Il ne se souciait pas de la procédure ou du droit. Il se souciait de se pavaner devant les caméras et de gagner l'approbation de sa patronne. Alors qu'il balançait les lourdes menottes en acier vers l'avant, dans un arc large et indiscipliné pour forcer ma conformité immédiate, son avant-bras massif et rugueux a frôlé dangereusement, terrifiantement près du visage de mon fils. Le garçon a sursauté violemment, reculant la tête juste à temps. Sa joue a senti l'air déplacé par le bras oscillant du garde. Les menottes en métal ont sifflé près de son oreille. Le temps s'est complètement figé, alors que la menace de préjudice physique contre mon enfant s'est enregistrée dans mon cerveau, comme un code de détonation entré dans une ogive. Chaque terminaison nerveuse de mon corps s'est enflammée simultanément.
dans cette fraction de seconde, la mère protectrice et la colonelle des marines endurcies par le combat ont fusionné en une seule entité létale. Ma vitesse était au-delà de tout ce que quiconque dans ce hall aurait pu imaginer. Avant que Marcus Vance ne puisse achever son mouvement imprudent et indiscipliné, j'ai dévié son bras massif d'un bloc parfaitement angulé, qui a fait vibrer les os, en utilisant mon avant-bras gauche, redirigeant son élan loin de la tête de mon fils, sans manquer un seul temps. J'ai pivoté. Ma hanche s'est glissée à l'intérieur de sa garde, et j'ai bloqué son bras tendu dans une manipulation articulaire tactique, rapide comme l'éclair, que j'avais pratiqué 10 000 fois sur des tapis d'entraînement, dans des bases militaires de Quantico à Okinawa. Je n'ai pas eu besoin de donner un seul coup de poing. D'une compression précise de son articulation de l'épaule, et d'une torsion vive et contrôlée de son poignet, appliquant un effet de levier maximal et calculé contre ses points anatomiques les plus faibles, j'ai forcé le garde de sécurité. Un homme mesurant près de 2 mètres et pesant au moins 45 kilos de plus que moi, à rugir d'agonie. Son corps entier s'est plié sous l'immense pression ciblée. Il s'est effondré sur un genou, s'écrasant lourdement sur le sol de marbre avec un bruit sourd et écœurant. Il était complètement immobilisé, dépouillé de toute capacité à résister, en moins de 3 secondes. La foule a halté, comme un seul corps terrifié. Le géant avait été neutralisé par un seul mouvement précis, d'une femme 2 fois moins grande que lui, en bottes de combat usées. Au lieu de reconnaître l'ampleur horrible de son erreur, au lieu de réaliser qu'elle venait d'ordonner à un garde armé de balancer des menottes en métal à quelques centimètres du visage d'un enfant, ma sœur s'est jetée sur le récit, comme un animal enragé sentant le sang. Elle a pointé son doigt manucuré vers ma mise au sol défensive, et a hurlé à la foule qui filmait, manipulant désespérément chaque témoin dans la pièce, réécrivant la réalité en temps réel. Vous le voyez tous maintenant. Elle a perdu la tête. Elle souffre clairement de stress post-traumatique sévère à cause de l'armée. C'est une psychopathe violente, une machine à tuer incontrôlable. Sa voix s'est brisée d'une hystérie théâtrale, mais ses yeux étaient froids, calculateurs et pleinement conscients du récit qu'elle fabriquait pour les caméras. Elle transformait mon service, mon sacrifice, mes cicatrices en une arme contre moi. Elle me diagnostiquait devant une foule. C'était la trahison la plus écœurante imaginable. Utiliser mon traumatisme comme une arme, utiliser ma formation comme une arme. Transformer les années que j'avais passées à défendre cette nation en preuve de folie. Ayant neutralisé la menace immédiate, j'ai relâché le garde instantanément. J'ai envoyé ces menottes d'un coup de pied à travers le sol de marbre, les faisant tournoyer sous le comptoir et hors de portée. Quiconque ose poser un seul doigt sur mon fils, je jure que je lui briserai le bras, ai-je rugi de ma voix de commandement, faisant vibrer les cloisons en verre des guichets. Assez fort pour faire trembler les stylos dans leur support et envoyer une pile de bordereaux de dépôt cascadés du comptoir. Je me suis immédiatement reculé du garde haletant et gémissant, étalé sur le sol, et j'ai laissé tomber mes bras le long de mon corps, paumes ouvertes, doigts écartés, tournés vers l'extérieur. C'était la posture de paume ouverte absolument classique d'un officier entraîné, en reddition complète et délibérée. Une déclaration visuelle universelle, capturée par chaque caméra dans la pièce, prouvant que je n'étais pas une agresseur sauvage. J'étais un officier de combat discipliné, en contrôle total et rationnel, qui avait utilisé la force minimale nécessaire pour protéger son enfant d'un agresseur armé. Les gardes de sécurité restants ont formé un demi-cercle menaçant et serré autour de nous. Leurs matraques électriques bleues crépitantes, dégainées et formant des arcs électriques. Ils m'ont forcé à reculer, pas à pas, vers les lourdes portes d'entrée en verre. Derrière le comptoir, Maya pleurait dans ses mains, complètement brisée par son incapacité à aider, son corps recroquevillé contre les classeurs. La foule lâche de badauds est restée totalement silencieuse, entièrement apathique, leurs flashs d'appareils photo nous aveuglant de tous les angles, alors qu'ils consumaient notre traumatisme pour leur divertissement, sans lever le petit doigt pour intervenir. Pas une seule personne n'a posé son téléphone. Pas une seule personne n'a dit « Arrêtez ». Mon fils a enfoui son visage trempé de larmes directement dans ma cuisse. Ses petites épaules tremblaient violemment contre ma jambe. Lentement, il a tourné la tête et a levé les yeux à travers la forêt d'étrangers hostiles qui nous entouraient. Les larmes traçaient des lignes nettes à travers la crasse sur ses joues. Sa voix s'est brisée d'un chagrin si profond et si brut qu'il aurait pu faire voler en éclats chaque vitre de ce bâtiment. Maman, tu t'es battue et tu as saigné pour les protéger. Alors pourquoi aucun d'entre eux ne se lèvera pour te protéger maintenant? Mon cœur d'acier s'est physiquement brisé dans ma poitrine. Le son qui est sorti de la bouche de mon fils n'était pas une question. C'était un réquisitoire.
Un réquisitoire contre chaque personne dans cette pièce. Chaque personne qui avait choisi le confort plutôt que le courage, le spectacle plutôt que la décence, le contenu plutôt que la compassion. Il avait vu la vérité la plus laide du monde civil à 8 ans, et aucune discipline militaire, aucune formation, aucun sacrifice ou déploiement ne pourrait jamais l'en protéger à nouveau. Je me suis légèrement accroupi, lui caressant les cheveux, utilisant mon corps pour bloquer les flashs incessants des appareils photo, loin de ses yeux enflés et rougis. C'est bon, mon chéri. Nous n'avons pas besoin de la protection des lâches, ai-je murmuré contre le haut de sa tête, tenant mon menton haut, alors que le compte à rebours final de notre règlement de compte commençait. Si entendre un enfant en pleurs demander pourquoi la société tourne le dos à ses plus vrais protecteurs vous brise le cœur, cliquez sur le bouton j'aime maintenant. Partagez dans les commentaires si vous vous êtes déjà retrouvé complètement seul face à une foule malveillante et critique, car le karma explosif qui va suivre est la vengeance ultime. Les gardes de sécurité restants ont resserré leur demi-cercle, leurs matraques électriques crépitantes traçant des arcs bleus dans l'air du hall, comme des clôtures électriques se refermant sur du bétail. Ils m'ont systématiquement forcé à reculer pas à pas vers l'entrée en verre, leurs bottes grinçant sur le marbre poli. J'ai tenu bon avec une discipline absolue, gardant mon fils entièrement blotti derrière mon corps, pour le protéger à la fois des armes et de l'éclat incessant des objectifs de smartphone. Le silence collectif des dizaines de spectateurs était absolument assourdissant. Pas un murmure de dissidence. Pas une seule voix ne s'est élevée pour objecter. C'était un échec moral collectif et grotesque, enregistré en haute définition immaculée. Une salle pleine d'adultes regardant une mère vétéran et son enfant en pleurs être conduits vers la sortie par la sécurité armée d'une entreprise, et choisissant de le filmer au lieu de l'arrêter. Je me suis concentré sur ma respiration, comptant chaque inspiration et expiration selon un schéma lent et rythmé. 4 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration, enfermant ma rage écrasante au plus profond d'un coffre-fort renforcé dans mon crâne. Je calculais silencieusement les secondes jusqu'à ce que les gyrophares des voitures de police apparaissent sur le parking, pour m'emmener menotter, préparant mentalement mon fils au cauchemar de voir sa mère forcée à l'arrière d'une voiture de patrouille, devant une foule en liesse. Puis, toute l'atmosphère de la pièce a changé. Chaque molécule d'air a semblé se réorganiser. Une ombre massive et imposante a éclipsé la lumière de fin d'après-midi, qui filtrait à travers l'entrée en verre derrière moi. Les lourdes portes automatiques se sont ouvertes avec un sifflement mécanique sec, qui a tranché le crépitement électrique des matraques, comme une lame à travers la soie. Richard Sterling, le PDG et président de la banque Holsted, est entré avec assurance dans le hall. Il était flanqué de 4 membres de son équipe juridique d'élite, tous vêtus de costumes noirs identiques, tous portant des porte-documents en cuir embossé du blason doré de la banque. Il n'était pas venu dans cette succursale pour une inspection de routine ou un audit ordinaire. Il était arrivé personnellement pour sécuriser le contrat de pension hautement confidentiel de 750 millions de dollars du département de la Défense. Un accord colossal et vital, qu'il avait passé 6 mois angoissants à négocier à huis clos à Washington, pour sauver le cours de l'action de sa société d'une chute libre catastrophique. Il était arrivé de New York en jet privé, s'attendant à un accueil sur tapis rouge, à du champagne frais, et à une cérémonie de signature discrète avec le plus haut représentant de l'armée, dans sa succursale la plus prestigieuse. Alors que Richard franchissait le seuil, son sourire diplomatique et poli s'est figé sur son visage. Son regard perçant et expérimenté, le regard d'un homme qui avait survécu à 3 récessions et 2 OPA hostiles, a balayé la scène chaotique et violente qui se déroulait dans son salon VIP. Il a vu les confettis blancs du chèque de 5 millions de dollars, éparpillés sur le sol en marbre. Il a vu ses gardes de sécurité, brandissant des armes électriques sous tension, face à une femme en veste militaire. Il a vu la foule en train de filmer. Il a vu l'agent gémissant au sol, se tenant le poignet. Et puis, son regard s'est posé directement sur moi. Sa cliente VIP la plus vitale, la plus intouchable. La seule signataire autorisée d'un contrat gouvernemental de 3/4 milliard de dollars, acculée contre l'entrée en verre de sa propre banque, comme une criminelle violente, avec un enfant en pleurs pressé contre ses jambes. La réalité pure et horrible de ce que son personnel venait de faire a court-circuité son cerveau. Ses mains sont devenues molles. Ses doigts ont perdu toute force. La mallette en cuir de crocodile, contenant le contrat signé du siècle, a glissé de sa prise et s'est écrasée sur le sol de marbre, avec un bruit sourd et sec, qui a résonné dans le hall figé comme un coup de feu dans une cathédrale. Toutes les têtes se sont tournées. Toutes les caméras ont pivoté. Le son de ce cuir chair heurtant la pierre a fissuré la pièce comme une faille géologique,
et le tremblement de terre ne faisait que commencer. La poitrine du PDG se soulevait d'une fureur apocalyptique, tandis que son esprit traitait rapidement la catastrophe monumentale qui se déroulait sous ses yeux. Sa banque venait d'agresser physiquement, d'humilier publiquement, et de tenter d'arrêter l'entité même qui détenait toute leur survie financière entre ses mains. Le sang lui est monté au visage, transformant son expression en un masque de pure terreur et de rage volcanique. Sa voix tonitruante a explosé à travers le plafond de marbre voûté, avec assez de force pour faire trembler les lustres de cristal, et paralyser chaque garde, chaque guichetier, chaque lâche badaud, et ma sœur, en une seule explosion dévastatrice. Colonel Price. Qu'est-ce qui se passe, bon sang, dans ma succursale? La terreur pure et le respect désespéré contenu dans ces mots ont frappé la foule comme une onde de choc physique, brisant instantanément l'illusion arrogante que ma sœur avait passé les 20 dernières minutes à construire. De ses propres mains manucurées. La vérité venait enfin de franchir la porte. Au son tonitruant du PDG hurlant mon grade militaire, toute la dynamique du pouvoir de la pièce s'est inversée en une fraction de seconde. L'imposant garde de sécurité, Marcus Vance, a lâché sa matraque électrique comme si la poignée avait pris feu, et a reculé en pure terreur, trébuchant presque sur ses propres bottes. La prise de conscience l'a frappé comme un train de marchandises. Il venait d'agresser physiquement un officier fédéral de haut rang, et avait balancé des menottes en métal à quelques centimètres du visage de son enfant. Pendant ce temps, ma sœur a commencé à hyperventiler. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en halètement rapide et superficiel. Elle ne pouvait pas traiter ce qu'elle entendait. Elle s'est précipitée vers le PDG, affichant un sourire tordu, maniaque et complètement faux sur son visage cendré. Elle a débité un flot frénétique de mensonges désespérés, gesticulant sauvagement avec ses mains, prétendant qu'elle venait héroïquement d'intercepter une fraudeuse dérangée et violente, tentant de voler les fonds de la banque. Elle s'attendait à des félicitations. Elle s'attendait à des applaudissements. Elle s'attendait à ce que le PDG lui serre la main et loue sa vigilance. Richard Sterling n'a même pas accusé réception de son existence. Il est passé juste à côté de ses mains tendues, comme si elle était un meuble du hall, marchant directement là où je me tenais, protégeant mon fils contre le verre. Le PDG milliardaire s'est arrêté devant mes bottes de combat usées, a redressé sa posture de toute sa hauteur, et a incliné profondément la tête, avec respect. Il s'est excusé profusément pour l'incompétence grotesque et impardonnable de son personnel, sa voix se brisant de fureur sincère, de honte, et du son indubitable d'un homme regardant son empire s'effondrer, à cause de l'arrogance d'une seule directrice de succursale. Après m'avoir présenté ses excuses, Richard a pivoté sur ses talons polis, et a lancé un regard létal et sans compromis, directement à ma sœur. Les veines de son cou et de ses tempes se sont gonflées. Il a pointé un doigt tremblant vers les restes déchiquetés du chèque de 5 millions de dollars, éparpillés sur le sol de marbre. Sa voix a retenti avec assez de force pour faire vibrer les cloisons en verre des guichets, et envoyer les bordereaux de dépôt restants voltés du comptoir. La femme que vous venez d'humilier, dont vous venez de déchiqueter le chèque, et pour laquelle vous avez appelé la police, est le colonel Lauren Price, représentante principale du département de la défense des États-Unis. Elle détient l'autorité unique sur le contrat de pension de 750 millions de dollars. Qui est la seule chose qui maintient cette banque en vie? Et ce chèque de 5 millions de dollars que vous avez mis en pièces était un financement gouvernemental légitime, vérifié et confirmé par les canaux officiels. Par email ce matin. Vous n'avez pas seulement détruit des biens fédéraux. Vous avez calomnié une héroïne militaire décorée de cette nation. L'ampleur de sa révélation a frappé la foule qui filmait comme une onde de choc physique. Les smartphones qui avaient enregistré une mendiante folle se faisant expulser à juste titre, capturaient maintenant une colonelle militaire décorée, brutalement maltraitée par un système bancaire élitiste et corrompu, dirigé par sa propre sœur. Le récit a basculé si violemment et si complètement, que toute la pièce en a eu le tournis. Les visages sont devenus blancs, les téléphones se sont abaissés, les bouches se sont ouvertes. L'homme au costume mal ajusté qui s'était moqué de mon fils s'est retiré silencieusement au fond de la foule, essayant de disparaître. Le sang a complètement quitté le visage parfaitement poudré de ma sœur, la laissant ressembler à un cadavre creux, debout dans un costume de créateur. La foule lâche de badauds a instantanément baissé ses téléphones, reculant dans une onde stupéfaite et humiliante, soudainement et violemment confrontée à sa propre complicité dans les abus qu'elle avait joyeusement documentés. Le masque aristocratique de ma sœur, soigneusement construit au fil de décennies de fausse supériorité, de cruauté pratiquée et de recherche obsessionnelle de statut, s'est brisé en poussière absolue sous mes yeux.
Sa mâchoire s'est décrochée, ses genoux ont fléchi, son corps s'est affaissé. Elle s'est effondrée sur le sol de marbre, tremblant violemment, rampant à quatre pattes vers moi. Elle a agrippé l'ourlet de mon pantalon de combat avec des doigts tremblants et désespérés, ses ongles manucurés raclant contre le tissu kaki délavé, s'accrochant à l'uniforme même dont elle s'était moquée et sur lequel elle avait craché quelques minutes plus tôt. Le spectacle était pathétique, au-delà de toute description que le langage pourrait fournir. La femme qui avait ricané de mes vêtements, déchiré mon chèque gouvernemental en confetti, menacé mon allié, ordonné à un garde de balancer des menottes en métal sur mon enfant, et hurlé pour que la police m'arrête, sanglotait maintenant de manière incontrôlable sur le sol de marbre froid. Implorant la pitié. Elle a utilisé le lien familial, celui qu'elle avait passé toute sa vie d'adulte à moquer, à nier et à utiliser comme une arme. Elle m'a appelé sœur. Elle m'a appelé famille. Elle a utilisé chaque mot qu'elle avait passé 45 ans à refuser de penser. J'ai baissé les yeux sur sa forme pitoyable et pleurante, accrochée à mes bottes. Je n'ai absolument rien ressenti. Pas de pitié, pas de colère, pas de satisfaction, pas de triomphe. Juste un vide clinique. Le genre de vide émotionnel terrifiant qui s'installe après une longue bataille, quand l'adrénaline se dissipe, et qu'il ne reste que l'arithmétique froide et stérile de conséquences qui ne peuvent être annulées. Ma voix est tombée à un zéro absolu, tranchant à travers ses sanglots hystériques, comme une lame chirurgicale coupant à travers un tissu infecté. L'armée m'a appris à risquer ma vie pour protéger cette nation et ses habitants. Mais elle ne m'a absolument jamais appris à tolérer la corruption, la cruauté et la discrimination, même si l'auteur partage mon propre sang. J'ai retiré ma jambe, brisant sa prise sur mon uniforme pour toujours. Le tissu s'est légèrement déchiré là où ses ongles cramoisis s'étaient enfoncés. Je ne l'ai plus regardé. J'ai levé les yeux, croisant le regard du PDG qui se tenait à 1 mètre de là, et j'ai porté le coup final, non négociable. J'exige le licenciement immédiat de Natalie Price, et du chef de la sécurité, Marcus Vance. Retirez-leur badge d'employé et remettez-les à la police. Il n'y aurait pas de seconde chance, pas de démission privée, pas de règlement à l'amiable négocié à huis clos avec des avocats coûteux. J'extirpais la pourriture publiquement et définitivement, sous le regard de chaque caméra dans ce hall, sous le poids de chaque morceau déchiqueté de ce chèque de 5 millions de dollars, encore éparpillé sur le sol autour de mes bottes. En quelques minutes, les sirènes hurlantes de la police locale et des unités spécialisées de la police militaire ont envahi l'entrée principale de la banque, leurs gyrophares rouges et bleus se reflétant à l'infini sur l'immense façade en verre, comme un spectacle de lumière violent. Ils avaient été dépêchés en s'attendant à maîtriser un criminel dérangé. Au lieu de cela, en voyant mon grade affiché sur le comptoir, en entendant le témoignage furieux et détaillé du PDG, et en examinant les images des caméras de sécurité qui montraient Marcus Vance balançant des menottes sur un enfant. Les officiers lourdement armés ont immédiatement baissé leurs armes et ont claqué des saluts vifs et respectueux. Ma sœur, dépouillée de son badge d'employé et de chaque lambeau fabriqué de son autorité, a été sortie du bâtiment, lourdement menottée en acier. Elle a hurlé hystériquement, alors qu'il lui lisait formellement les chefs d'accusation, faux rapports de police, tentative d'extorsion, destruction intentionnelle de biens gouvernementaux, agression par procuration. Le lâche garde de sécurité, Marcus Vance, a été poussé brutalement à l'arrière d'une deuxième voiture de police, juste derrière elle. Son bref et brutal règne d'intimidation s'est terminé de façon permanente, avec un clic d'acier autour de ses poignets épais. Le soir venu, les vidéos des badauds avaient fuité sur toutes les plateformes de médias sociaux sur Internet. Mais le récit avait violemment et irréversiblement basculé. Les images d'une directrice de succursale déchirant un chèque de charité, ordonnant à des gardes armés d'attaquer une mère vétéran et son enfant en pleurs, puis manipulant toute la salle en hurlant au stress post-traumatique, sont devenues catastrophiquement virales. Les grandes chaînes d'information en ont fait leur sujet principal. Les plateaux de télévision par câble l'ont disséqué pendant des heures. L'action de la banque Halstead a plongé dans une chute libre terrifiante à Wall Street, alors que le public lançait une campagne de boycott massive et implacable contre la culture documentée de discrimination et de cruauté de l'institution. La société financière d'élite était soudainement confrontée à la pire crise existentielle de son histoire centenaire. Complètement paralysée par une réaction que ni l'argent, ni les avocats, ni les consultants en gestion de crise ne pouvaient contenir ou acheter. L'apathie de la foule qui filmait, l'arme même sur laquelle ma sœur avait compté pour valider sa cruauté, était devenue l'essence qui brûlait son empire jusqu'aux fondations. Plus tard dans la nuit,
alors que des dizaines de camionnettes de presse hurlantes et de journalistes agressifs campaient devant la petite fenêtre de ma modeste maison en bois, à la lisière de Maple Hollow, je me suis assise complètement seule, dans la pénombre de ma cuisine. Mon fils était enfin endormi dans sa chambre, son sac à dos de dinosaure toujours serré contre sa poitrine, son visage encore gonflé et strié par des heures de pleurs. Le seul son dans la maison était le tic-tac solitaire et silencieux de la vieille horloge, montée au-dessus de la cuisinière, chaque seconde tombant comme une petite pierre jetée dans une eau profonde et immobile. Je fixais sans expression mon uniforme délavé et usé, suspendu au dos de la chaise en bois de la cuisine. La même chaise sur laquelle je m'appuyais, lorsque mon ex-mari avait rendu son verdict final sur notre mariage, des années auparavant. Une photographie encadrée de Nathalie et moi enfants, peut-être 6 et 9 ans, était posée sur l'étagère au-dessus de l'évier. J'ai tendu la main, je l'ai prise, et je l'ai posée face contre le comptoir, sans la regarder à nouveau. Je n'ai ressenti aucune joie dans la destruction de ma sœur. Aucun triomphe, aucune justification. Le silence dans la maison était lourd, suffocant, chargé du poids de quelque chose de permanent et d'irréversible. J'avais réussi à couper ma lignée toxique pour toujours. La sœur qui me tressait autrefois les cheveux avant l'école. La fille qui partageait ma chambre pendant 16 ans. La personne qui était censée être la seule constante dans un monde brutal et impitoyable était partie, emmenée menottée en direct à la télévision, sous les yeux de la nation. Voir un membre de sa famille être traîné hors d'un bâtiment, menotte au poignet, même s'il a mérité chaque chef d'accusation, laisse une cicatrice froide et permanente, qu'aucune louange publique, aucun soutien viral ou aucune distinction présidentielle ne pourra jamais guérir. Alors que j'étais assise seule dans la cuisine sombre, la question déchirante et en larmes de mon fils résonnait sans fin contre les murs de mon crâne. Tu t'es battu pour les protéger, alors pourquoi aucun d'entre eux ne se lèvera pour te protéger maintenant? La terrible vérité s'est abattue sur moi, comme une vague scélérate en haute mer. Si je n'avais pas possédé ce contrat massif de 750 millions de dollars comme bouclier, je serais en train de pourrir dans une cellule de détention en béton à cet instant même, mes empreintes prises et mon dossier créé, écrasé et oublié. Pendant ce temps, ma sœur célébrerait sa victoire avec du champagne dans son bureau d'angle. Et mon fils serait assis dans une salle d'accueil des services sociaux, se demandant où sa mère était passée. Un vétéran blessé normal, un soldat sans une arme de plusieurs millions de dollars dans sa poche, aurait été traîné hors de cette banque, enchaîné, pendant que la foule applaudissait et téléchargeait les images pour des j'aime et des partages. Tout le système était fondamentalement pourri jusqu'à la moelle. Punir une directrice de succursale malveillante était satisfaisant, mais ce n'était de loin pas suffisant pour guérir la maladie qui rongeait l'institution. J'ai saisi le bord de la table de la cuisine jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Ma guerre était loin d'être terminée. Elle venait de commencer. Je devais utiliser mon influence pour démolir la structure d'entreprise corrompue jusqu'à ses fondations, et la reconstruire de fond en comble, en m'assurant qu'aucun vétéran, aucun enfant de soldat, ne subirait plus jamais ce genre de cruauté institutionnelle et d'humiliation publique. 3 jours après l'incident désastreux, Richard Sterling et les membres les plus puissants de son conseil d'administration terrifiés sont arrivés à ma porte, dans un convoi de berline de luxe noir qui semblait absurdement déplacé sur mon allée de gravier. Ils se sont serrés nerveusement autour de ma table de cuisine bon marché et rayée, transpirant à grosses gouttes dans leur costume de créateur sur mesure, dans ma petite cuisine non climatisée, tandis que mon vieux ventilateur de plafond vacillait et cliquetait au-dessus de leur tête. Le café que je leur ai servi provenait d'une boîte de marque de distributeur. Les tasses avaient des éclats sur les bords. Désespérés d'arrêter la tempête médiatique qui mettait rapidement leur empire en faillite, ils ont fait glisser d'épaisses enveloppes sur la surface en bois marquée vers moi. À l'intérieur se trouvaient des chèques de règlement personnel de plusieurs millions de dollars. Essentiellement des chèques en blanc, pour compenser ma douleur et ma souffrance, avec assez de zéros pour acheter une île privée et une flotte d'hélicoptères. Ils m'ont supplié, presque imploré, leur voix se brisant de désespoir, me demandant de signer discrètement l'accord de pension, de publier une déclaration de presse indulgente au grand réseau, et de mettre fin au boycott qui faisait saigner leur cours de l'action à l'heure. Ils croyaient que, tout comme ma sœur, tout le monde avait un prix. Ils étaient convaincus qu'assez de zéros sur un chèque pouvait effacer la tâche de la cruauté institutionnelle, et acheter le silence d'une colonelle décorée des marines. J'ai regardé les chiffres stupéfiants sur les chèques de pots de vin, étalés sur ma table de cuisine. Sans ciller, sans hésitation, je les ai repoussés avec force sur le bois marqué. Une enveloppe a glissé du bord et a atterri sur le lino fissuré. Personne n'a bougé pour la ramasser. Je ne vends pas mon silence pour de l'argent,
ai-je déclaré avec une finalité absolument glaçante, regardant la panique s'épanouir sur leur visage cher et hydraté, comme de l'encre se répandant dans l'eau. Renvoyer une directrice de succursale arrogante comme ma sœur ne change pas l'apathie de tout le système que vous avez tous toléré. J'ai clairement indiqué que mon intégrité, forgée dans les feux du service militaire, à travers 3 déploiements au combat, 18 ans de service actif, et la perte de plus de frères et sœurs d'armes que je ne pouvais en compter sans que ma voix ne se brise, n'était pas à vendre. Pas aujourd'hui, pas jamais. Je n'étais pas seulement en colère contre Nathalie. J'étais dégoûté jusqu'à la moelle par toute la culture d'entreprise qui avait permis à une prédatrice comme elle de prospérer, d'intimider, de discriminer et d'abuser des plus vulnérables en toute impunité pendant des années. Tandis que chaque personne en position d'autorité regardait ailleurs et comptait ses primes trimestrielles. J'ai pris dans le dossier posé à côté de ma tasse de café ébréchée, et j'ai claqué mon propre ultimatum dactylographié sur la table de la cuisine. Le papier épais a frappé le bois avec un craquement qui a fait physiquement reculer 2 des membres du conseil d'administration sur leur chaise en cuir. J'ai énuméré mes exigences avec la même cadence sèche et non négociable que j'utilisais pour donner des ordres militaires sur le terrain. Chacune d'elles ponctuée par le tic-tac de l'horloge de la cuisine au-dessus de la cuisinière. La banque devait immédiatement mettre en œuvre une politique offrant des services bancaires complets et gratuits pour chaque vétéran et famille de militaires à l'échelle nationale, dans chaque succursale, avec effet dans les 30 jours. Il devait établir une ligne d'assistance téléphonique entièrement indépendante pour signaler la discrimination, gérée par des auditeurs externes ne répondant à absolument personne au sein de la société. Il devait mener une purge interne complète de chaque associé, superviseur et allié que Nathalie avait placé, promu ou protégé pendant son mandat corrompu de directrice de succursale. Il devait immédiatement promouvoir et fournir une bourse de gestion complète à Maya Jenkins, la jeune et courageuse guichetière qui était la seule personne dans tout ce bâtiment avec assez de courage moral et de décence humaine de base pour défendre la vérité. Quand tous les autres ont choisi le silence. Et enfin, il devait établir de façon permanente le fonds de bourse Léo Price, nommé d'après mon fils, dédié à fournir un financement éducatif complet pour les enfants de soldats tombés au combat, financé à perpétuité par les bénéfices annuels de la banque Holsted. Acculés, perdant de l'argent à l'heure, leur action en chute libre catastrophique, faisant face au plus grand boycott de consommateurs de l'histoire bancaire américaine, et complètement, totalement désespéré de survivre, le conseil d'administration a signé chaque demande. Sans un moment d'hésitation. La main de Richard Sterling tremblait visiblement, alors qu'il paraphait la dernière page et la faisait glisser sur ma table de cuisine rayée. 3 mois plus tard, les tempêtes médiatiques s'étaient enfin calmées. Les camionnettes de presse avaient quitté ma rue. Les journalistes étaient passés à autre chose. L'allée de gravier était de nouveau silencieuse. Et une fois de plus, j'ai tenu la petite main de mon fils et j'ai franchi les portes d'entrée de la succursale d'Ellsworth. Je portais toujours exactement la même veste de combat délavée et usée, les mêmes bottes, le même pantalon cargo. Le même sac à dos de dinosaure pendait à l'épaule de mon fils, sa fermeture éclair déchirée toujours non réparée. Rien chez nous n'avait changé, mais la banque elle-même avait été fondamentalement, irrévocablement, réincarnée. Des plaques en laiton poli, honorant les vétérans de chaque branche des forces armées des États-Unis, étaient fièrement accrochées sur les murs de marbre, qui n'avaient autrefois rayonné que d'un mépris classiste, froid et silencieux. Une copie encadrée de l'engagement de service envers les vétérans, la politique que j'avais imposée sur ma table de cuisine, était exposée bien en vue derrière le comptoir des guichetiers, dans une belle vitrine en noyer foncé et en verre biseauté. Et debout derrière ce comptoir, portant le costume anthracite, bien coupé, d'une directrice de succursale adjointe, son badge brillant sous les lumières rénovées, se trouvait Maya Jenkins. Elle nous a vus entrer. Sa main est montée à sa bouche. Ses yeux se sont remplis de larmes qui ont accroché la lumière et ont coulé librement sur ses joues, rayonnant d'une gratitude si brute et si profonde qu'elle aurait pu faire fondre de l'acier forgé. J'ai serré fort la main de mon fils, alors que nous traversions le même sol de marbre, où du papier déchiqueté avait autrefois recouvert mes bottes, comme de la neige à un enterrement. Il a levé les yeux vers moi. Il n'a pas demandé pourquoi les gens souriaient cette fois. Il n'a pas demandé pourquoi le garde de sécurité à la porte a hoché la tête avec respect. Il n'a pas eu besoin de demander. Il avait déjà compris. Je lui avais enfin montré la seule leçon qui comptait vraiment. Celle qu'aucune salle de classe, aucun manuel, aucun sermon ne pourrait jamais enseigner. Le vrai pouvoir n'est pas destiné à écraser vos ennemis pour une vengeance mesquine. Le vrai pouvoir existe pour forger un bouclier incassable pour les innocents, et pour forcer un monde cruel et indifférent à changer.
Une institution à la fois, une exigence à la fois, un acte de courage obstiné, saignant et inflexible à la fois. Si vous croyez que le vrai pouvoir consiste à protéger les faibles plutôt qu'à chercher la vengeance, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager comment vous avez résisté au système toxique dans votre propre vie.